Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Je suis accompagnée sur ma droite de Lucie. Ton nom de réel, c'est... Vas-y. Xiao Qian. C'est trop dur, Ah, trop dur à dire. prénom Alors là, Oui. hors de question que je le dise. Je vais mettre un an pour l'apprendre. Et à ma gauche, de ma magnifique Sandrine. Hello. Mais Lucie est magnifique aussi. Et nous allons commencer par un invité, ma chère Lucie. Donc, c'est pour Monsieur Jean-François. Cher Jean-François, bonjour. Bonjour Lucie. Donc, notre auteur, compositeur, comédien. Donc, merci d'être avec nous. Merci Voilà, à vous de donc, m'avoir invité. Voilà. Pourriez-vous, pour commencer, est-ce que pouvez-vous vous présenter brièvement? Oui, alors c'est mon nom, je m'appelle Jean-François Homo, je suis né à Paris et depuis maintenant une bonne quarantaine d'années, j'habite à Nîmes et au Grau-du-Roi, un peu entre les deux, voilà. Et donc, j'ai commencé ma carrière comme auteur-compositeur, interprète dans les cabarets de Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Et puis après, je suis venu dans le Sud et je me suis plutôt tourné vers le théâtre tout en gardant la chanson comme une passion. Oui. Et puis, puis j'écris et je mets en scène et je m'occupe d'une compagnie de théâtre professionnelle qui s'appelle la Compagnie Beau-Parleur à Nîmes. Magnifique. Bien. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qui vous a inscrit à devenir un auteur-compositeur? Ah, mais alors ça, c'est venu quand comme Arthur Rimbaud à 16 ans, par là. Hein. Ah oui. C'est des envies, des besoins de partager, d'écrire. C'est quand on ressent des choses en regardant le monde autour de soi et qu'on a envie de s'exprimer, quoi. Voilà, c'est venu naturellement, je dirais. Hein. Très bien. Donc, et comment décrivez-vous votre style des paroles, tout ça? C'est bon, au niveau chanson, c'est chansons françaises, toujours un petit peu attiré par des sujets d'actualité, des problèmes que l'on voit, que l'on entend un peu, dans le monde et autour de soi. Et donc c'est ce qui m'attire. Et aussi en théâtre, c'est ce que j'écris. Dernièrement, j'ai écrit une pièce qui s'intitule Le poète naufragé. Il y a un petit bouquin là d'ailleurs. Et qui raconte l'histoire d'un migrant, vous voyez, qui traverse la Méditerranée pour venir chez nous. Ah oui. C'est des sujets comme ça, d'actualité. Parfois, quand même, je fais de l'humour. Ça m'arrive, oui. Ah oui. Donc, ça veut dire, tout ça, ce sont vos sources d'inspiration quotidienne. Oui. Qui vient de l'amour, la vie, de l'humour, on dit de quelque chose de plus, poétique. Oui, vous savez, si on poétise pas, le monde est vraiment très difficile à supporter, Je suis pour moi. d'accord. Oui, c'est bien, très bien. Donc, avez-vous des collaborations avec des autres artistes? Oui, au niveau du théâtre, bien sûr, puisque j'anime une troupe de théâtre avec des comédiens, des comédiennes, techniciens, etc. J'ai eu l'occasion aussi de tenir à bout de bras un petit théâtre de quartier. Donc on rencontre beaucoup de gens. De toute façon, moi, j'aime bien aller vers les gens. C'est vraiment quelque chose qui m'importe énormément. Donc je suis toujours entouré. Oui, quelles sont quelles sont les idées ou bien comment vous choisissez-vous vos partenaires? Donc, Alors, pour les femmes, il faut qu'elles soient très jolies. Je blague. Non, mais c'est en fonction des castings, hein, des besoins, selon les pièces qu'on écrit. Il y a des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes, ça dépend. Mes partenaires aussi. Après, au niveau musical, même dans la vie, je les choisis par rapport à des affinités. Hein, c'est normal, quoi. très bien. Donc, bien. Donc, avec votre passion pour la parole, quels sont vos projets pour le futur? Ce que je peux vous dire, c'est depuis maintenant plusieurs années, une fois par mois, j'ai lancé un apéro bavard.
C'est-à-dire, c'est une formule où ça se passe dans un bar, c'est une scène ouverte. Les patrons payent un coup à boire à ceux qui prennent, celles qui prennent la parole, et on partage comme ça des poésies, des choses qu'on écrit ou qu'on a envie de partager en les lisant. Et donc, ça marche du feu de Dieu. Donc, les gens ont vraiment besoin de s'exprimer et ils viennent dire... Il doit y avoir quand même pas mal de coups à boire. Alors, on a droit à un verbe, mais un seul texte. Ils sont malins. Ils sont malins. Sinon, effectivement... Fallait préciser. Oui. Il y en a qui viennent aussi pour boire un coup, c'est vrai. Mais il y en a beaucoup qui viennent pour partager. Et puis là, bon, voilà, actuellement, samedi prochain, l'après-midi, dans le cadre du Festival de la biographie organisé par la ville de Nîmes, je fais une visite théâtralisée d'un quartier que j'aime beaucoup à Nîmes et je raconte un peu l'histoire avec 2 comédiens. Voilà, par exemple, hein, c'est le samedi après-midi à 15h. Oui. Et puis sinon, dans quelques mois, je prépare un spectacle sur Arthur Rimbaud. Hein, qui est quand même un poète qui m'a toujours accompagné. Et là, je veux le faire sous forme musicale, c'est-à-dire ça va être des morceaux mis en musique, voilà, avec c'est un peu rappé, un peu slam et donc musical. Voilà, sur Arthur Rimbaud. Et du coup, Jean-François, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Entre le théâtre et la musique, est-ce qu'il y a une petite préférence ou pas du tout ? La préférence, elle est sur la parole. Dans tous les cas, c'est la parole sous toutes ses formes. Le sujet, trouver le sujet. Le sujet, c'est la parole. Voilà, c'est la parole sous toutes ses formes. Transmettre des messages ? Oui, des messages ou des émotions aussi partagées, surtout que, bon, donner des leçons, non, mais partager des émotions. Vous avez envie de poser des questions ? Hello, vous avez envie de poser des questions ? C'est très clair. C'est très clair. Merci. Donc, est-ce que vous avez un message pour les autres jeunes qui aiment la musique poétique ? Ouais, accrochez-vous, foncez. Et n'écoutez que vous-même. Hein. Bon, bien sûr, les conseils ils sont toujours les bienvenus, mais il faut quand même croire en ce qu'on fait. Donc, il faut y aller, il faut foncer. Allez-y. En tout cas, on a besoin de poètes, on a besoin d'artistes. Oui. Même si c'est difficile de vivre. Prends le micro, s'il te plaît. Et besoin de parler aussi. Et besoin de parler, en tout cas de s'exprimer librement. Ce qui n'est pas donné à tout le monde dans ce monde. Hein. S'exprimer librement. Voilà. Moi, je suis sans filtre, donc ça va. C'est bien. C'est bien, c'est bien. En tout cas, merci de m'avoir invité. Tu peux en dire plus long un petit peu si tu as envie, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tu peux pas nous raconter une histoire Vous racontez l'histoire... comique peut-être. Une histoire drôle. Une histoire drôle. Une histoire drôle, oui. Alors, c'est l'histoire d'un mec... non, c'est pas... Excusez-moi, je... S'en fout que ce soit mec ou... Je n'ai pas d'histoire drôle, voilà. Une histoire triste. Oh, non. Des anecdotes de votre parcours. Une anecdote extraordinaire. L'année dernière, avec des comédiens, on faisait déjà une visite guidée, théâtralisée dans un quartier avec un public. Et à un moment donné, il y avait un comédien qui avait un texte à dire, une histoire à raconter. C'était l'histoire d'une personne qui est aveugle et qui est non-voyante et qui descend de chez lui tous les jours et qui fait toujours les mêmes gestes, etc. et qui entend des bruits. Enfin bon, voilà, tout simplement. Et au moment où il était en train de dire ce texte, il y a une vraie personne non-voyante qui est passée avec une canne blanche comme ça parmi les gens. Et j'ai trouvé que c'était magique, quoi, parce que c'était pas prévu, quoi, évidemment. Hein. Oui, j'ai trouvé que c'était merveilleux, magique, quoi. Comme quoi la parole... Hein. Donc, vous avez préparé un petit extrait à chanter, je crois, en live tout à l'heure. Ouais. Oui. Allez, c'est très bien. Oui, bah oui. On va le regarder. On va regarder, oui, on va l'écouter. Ouais, hein. Merci, oui. Super. À l'entrée de la vieille ville,
Là où le grand fleuve s'épanche, les cormorans lissent leurs îles en imitant le cri des anges. Ici le vent pousse les eaux, dans la terre il sculpte des cornes, le delta bruisse de museaux sous les galops des salicornes. À l'heure où chacun dort encore dans les beaux hôtels tilleuls mentent, les cormorans attendent l'or qui scintille au cou des Atlantes. Quand le soleil bijou sacré, là où l'autre jour danse sur la vieille, étincelle au bras des marées, les cormorans bientôt s'éveillent. Enfin ils prennent leur envol dans les mirages du levant, en arabesques et corolles, dans les orangers bleus et blancs, ils fiantent d'extase en plein vol sur la tête des matelots qui les aspergent de pétrole sans craindre la colère des flots. Ce sont de drôles d'oiseaux naïfs, leur cri est un rire innocent quand ils nous voient pauvres captifs lutter ainsi contre le vent. Aux cormorans je suis pareil, depuis que j'ai quitté l'école, j'ai du duvet dans les oreilles et des plumes sur les épaules. Il faudra bien que je m'envole. Il faudra bien que je m'envole. En attendant que ce jour vienne, je me pose au soleil levant, à l'entrée de la ville ancienne, comme le font les cormorans. Ah, 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 ah. Les barbares dans la plaine fuient en désordre. Les bravaches les ont hachés menus en piles de steaks sous leur selle. Le soleil monte la plaine et parcourt les collines. Armés rassemblés, déferlement, whisky, vodka dans la poche, les monstres ahuris regardent la bataille qui se joue dans leur sang. Sous les galops des chevaux, les mains des vaincus s'abreuvent de repentir. L'histoire coule à flots, charriant les martyrs et leurs grands conifères, l'amour de la terre, le cuivre dans l'organdi, le sucre dans la mer. Moi, roi des sveltes, debout sur mes 4 pattes, j'harangue mes armées d'acrobates. Ô vous, les rouges Micheladen, ô vous, les verts Estafilous, mais groupez-vous, et nous aurons des catalphones et des zoubises, mais attention, peinture fraîche, attention, peinture fraîche, c'est encore tout frais sur ma toile. Et là-bas, dans le sombre, il en reste qui se promènent, coquin, coquine, cocaïne, coquine. On peut dire que ça danse, ça balance à palan, parquet ciré, si impératrice de la misère, mais à la lumière, on peut voir des cadavres d'Ukraine roulés dans de la bérésina. Ça crache du gros gris qui tache, tache. Ça crache du gros gris qui tache, tache. Alors, dans la plaine, je peins une femme, un oiseau dans une main, poisson doré dans l'autre. Elle parle du plaisir et d'amour, elle chante des banalités comme on n'en entend jamais. Elle a plein de couleurs partout. Elle passe, elle dessine sur les gens des petits plis en étoiles autour de leurs yeux, des petits plis en étoiles autour de leurs yeux. À ce moment-là, le peintre, c'est moi. Alors je peins toute la nuit. Et au matin, la toile m'a mangé, mais ça fait rien. J'ai remis le gris aux proportions qui sont les siennes dans l'arc-en-ciel. J'ai remis le gris
aux proportions qui sont les siennes dans l'arc-en-ciel. Merci. Oh, dis donc. Magnifique. Magnifique. Merci. Merci, à vous, bravo. merci bien. C'était Allez. difficile de choisir une chanson parmi de très nombreuses que j'ai pu écrire. Oui. Mais je me suis dit, bon, allez, on n'est pas Parce loin que- quand même de la Oui. Camargue, et Oui. pas loin de la mer. Et donc, voilà. Parce qu'ils sont tous magnifiques. C'est pour ça que c'est difficile à choisir. Ouais, Non, mais c'est aussi, il y en a des plus, un petit peu, sur des sujets un peu plus difficiles. Oui, Il y a- je comprends. Bon, il y en a aussi qui ont avec des gros mots. Alors bon, je sais pas, ici on est très raffiné, donc on ne dit pas de gros mots. Donc j'ai choisi une chanson qui me plaît beaucoup. Mais c'est des gros mots peut-être sympas. Oui, c'est vrai que c'est des gros mots sympas. Oui. Ouais. On va regarder Allez. la caméra. mais- Ouais, pour terminer, donc regardez aux caméras où Oui. on peut vous trouver un site ou bien une page Facebook. Alors ouais, j'ai une page Facebook et puis on peut me trouver sur Facebook, c'est ça, hein. On ne donne pas d'adresse personnelle. Si, donne ton nom, ton numéro Vous de rappelez téléphone. votre nom peut-être. Et ma carte bleue, vous la voulez Vous aussi, Et hein ta carte bleue. Non, mais donne ton nom et ton Eh oui, numéro ton de nom. téléphone. Rappelle ton nom. Bon, mon nom c'est Jean-François Homo et puis vous pouvez me contacter à la compagnie Beauparleur en un seul mot @gmail.com. Et ton téléphone. Mon téléphone, vraiment? T'as peur? Tu vas pas me dire que t'as peur? J'ai très très peur. Ah, ça y est, J'ai il peur que les t'appelle. fans soient en Ce bas de serait- chez moi là. Bah, tu serais content, allez, vas-y. Allez, 06 84 21 01 83. Mais chut, faut le dire à personne, hein. Non, on le dira pas. C'est promis, on garde le secret, hein, les filles. Ça reste entre nous. Oui. Merci. Merci Jean-François. Merci Lucie et merci Muriel. Donc Merci tu restes avec Sandrine. nous, Merci. n'est-ce pas? Ah oui, avec plaisir, oui. Sandrine, ma chérie, tu nous as invité un invité. Oui, alors je suis très contente de recevoir donc Corinne Blanc-Fougère, Bonjour. qui est une experte donc reconnue en communication, éloquence et répartie, mais pas que, surtout la communication relationnelle. Alors, Corinne, elle a un parcours très riche, hein, puisqu'elle a eu plusieurs vies professionnelles. Elle a été VRP, elle a été comédienne, coach. Elle a fait aussi une formation en psychosociologie. Et donc, du coup, Corinne, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à travers toutes ces expériences variées, qu'est-ce qui a nourri ton appétit pour la communication ? Mais en fait, très tôt, j'étais fascinée par la relation à l'autre et par justement le lien qu'on pouvait créer avec la parole. Donc, il y a finalement un point commun avec notre ami Jean-François, comme si c'était fait exprès, tu vois, c'est amusant. Et c'est pour ça que très tôt, je me suis tournée vers une formation de psychosociologue. Et en parallèle, j'ai fait une formation de théâtre. J'ai fait donc un conservatoire de théâtre. Et j'ai pu devenir professionnelle du théâtre pendant 25 ans. Donc, c'est un autre point commun. J'étais aussi actrice et metteur en scène et j'écrivais des pièces aussi à cette époque-là. Et ça m'a, si vous voulez, aussi confirmé à la fois tout ce qui pouvait se jouer dans la parole, dans les textes, dans ce qui se joue, sans mauvais jeu de mots, sur scène, et aussi la manière dont on peut prendre confiance en soi, parce que là, je suis à l'aise, etc. Mais au départ, j'étais vraiment très inhibée, j'étais pas à l'aise du tout. Et le théâtre m'a transformée, en fait. Il m'a permis de me révéler. C'est pour ça qu'au départ, j'étais vraiment comédienne. Et au bout de 10 ans, je me suis dit que c'était bien de dire le texte des autres, mais j'avais aussi des choses à dire. Et je suis devenue improvisatrice, en plus. Ce qui m'a aussi nourrie. Et ce qui continue à nourrir aujourd'hui, notamment mes livres sur l'art de convaincre, sur maîtriser l'art de la répartie, parce que c'est à la fois, c'est pas de la théorie, c'est très très pragmatique mon style, et c'est pour ça qu'à un moment donné, en observant ce qui se passait dans le monde, je me suis dit, c'est bien aussi que ça me titillait de trouver mes premières amours par rapport à cette notion de psychosociologie. Et je me suis, donc il y a à peu près un peu plus de 11 ans maintenant, décidée d'être coach et consultante, plutôt pour les professionnels, dirigeants et managers, mais ça m'arrive aussi d'accompagner des particuliers qui ont des beaux projets. Ça m'arrive d'accompagner aussi des dirigeants de compagnies théâtre. Enfin, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est important pour moi, c'est d'arriver à trouver une posture juste et de se libérer aussi des carcans qu'on se met soi-même parfois et qui justement retient la parole.
C'est pour ça que beaucoup de gens ont des soucis de répartie. Mais peut-être on va en parler. Oui, mais justement, tu parlais de tes livres, notamment sur celui-ci là, qui est Maîtriser l'art de la répartie. On va le montrer. Hein. Merci. Il y a celui-là et il y a l'autre aussi, pareil, sur la répartie en vie pro. Voilà. Donc celui-là a remporté notamment un grand succès. Oui. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la clé principale en fait pour développer cette compétence de la répartie. En fait, s'il y a un résumé, hein, quelques mots, je sais que c'est difficile. Mais... On va essayer de faire rapide et efficace. Voilà. Ce qui est important, vous en êtes peut-être tous rendu compte, c'est qu'on passe beaucoup de temps à l'intérieur de soi à se dire qu'est-ce que je vais dire et si je dis ça, qu'est-ce qu'il va penser si je fais comme ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Et donc, finalement, on finit par se museler, par décider de ne rien dire. On l'a tous vécu, ça, je crois. Hein, peut-être aux auditeurs aussi. Et en fait... Et on voudrait que, d'une seconde à l'autre, avoir de la répartie et avoir le bon mot, la bonne chose à dire quand on a envie de moucher quelqu'un ou quand on a envie de faire l'intéressant ou je ne sais quoi. Justement, Corinne... Et donc, c'est un paradoxe, quelque part. Oui. On ne s'en rend pas forcément compte. Et justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu as dit avoir de la répartie. Et qu'est-ce que c'est la différence entre avoir de la répartie et avoir le dernier mot, justement ? Ça, c'est une excellente question. Merci, Sandrine, de l'avoir posée. Mais sérieusement... C'est très, très différent. Parce que avoir de la répartie, selon moi, mon humble avis, c'est que ça ouvre l'échange. C'est-à-dire qu'on est dans l'échange, tac, tac, on appelle ça aussi du tac au tac, que ce soit prévu ou pas, dans la vie de tous les jours, on le fait tous, avec des amis, la famille, au travail. Enfin, la vie est une longue impro, si on regarde bien. On ne sait pas dans 2 minutes ce qu'on va dire ou ce qui va se passer. Que vous savez, vous, ce que vous allez lui dire, là, on est parti, non ? Ah bah non, je ne sais pas. Ah, les hommes Et donc, oui, ce qui est important, c'est surtout de ne pas commencer à mentaliser, parce que quand on commence à mentaliser, qu'on se bloque et qu'on s'inhibe. Donc l'idée, c'est d'être justement dans une fluidité, plutôt reliée avec son authenticité, sa sincérité, plutôt que dans une espèce de faire semblant ou faire valoir ou une espèce de parole toute faite. Il y en a beaucoup quand même. Hein. Et oui. Et la différence donc, entre avoir de la répartie et potentiellement... avoir le dernier mot. Le dernier mot, c'est quelque chose qui est plutôt dans une dynamique de fermer l'échange. Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'ego ? Est-ce que c'est parce qu'on va absolument pas lâcher prise sur notre point de vue ? On va absolument avoir raison. Les possibilités sont diverses, en fait. Mais n'empêche que la différence est grande. J'ai été claire ? Oui, complètement. Oui, complètement. Donc, en gros, avoir de la répartie, c'est faire face à quelque chose. Voilà, on arrête à faire et puis je reste dans ma discussion personnelle. Non, ça, c'est le dernier mot. C'est le dernier mot, pardon. C'est ce que je voulais dire. Absolument. Non, vous voyez, ce que je voulais c'était dire. pour voir si on vous écoutait, en fait. C'est un échange, c'est un dialogue. Oui, voilà. C'est juste être capable de répondre à mon interlocuteur. Oui. Et sans chercher à avoir raison. C'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi l'art du rebond. Du rebond verbal. Voyez, c'est pas toujours bien, quoi. Non, mais par contre, c'est pour ça que ça dépend de notre intention. Et ça, je me permets de le donner comme un conseil à nos auditeurs. Quelle est notre intention ? Quelle est votre intention avant de parler ? Est-ce que vous voulez juste vraiment avoir le dernier mot et auquel cas, vous voulez avoir un ascendant sur l'autre ? Et bon, vous avez le droit, a priori, vous avez le droit, tout est possible. Mais à ce moment-là, vous aurez certaines conséquences. Ou juste, vous avez envie d'être dans l'échange, dans une relation saine, fluide et quelque part, j'ai envie de dire, éthique, de façon à ce que chacun puisse sortir grandi de cet échange. Tout à fait. Que ce soit avec de l'humour, avec d'intelligence, avec... peu importe, il y a différentes manières de répartir. Tout à fait, oui. C'est pas évident parce que moi, c'est quand les gens ils disent quelque chose qui me contrarie. Et je ne sais pas quoi répondre. Et après coup, je me dis, j'aurais dû dire ça. C'est un manque de répartie, là. Oui. Ben oui. Alors, Jean-François... Ça fatigue l'esprit, là. Merci d'en parler, Jean-François, parce que souvent, on me le dit, ça. Et la bonne nouvelle, très chère, c'est que si cette bonne réplique, si on peut dire, pour regarder le terme théâtral, vient quelques heures après, c'est qu'elle est déjà en vous. Juste, ce qu'il faudrait faire, et ça, c'est parce que c'est ce qu'on appelle des perturbations, c'est des perturbations émotionnelles qui nous laissent sans voix, souvent. Vous avez vu, je suis agacée, c'est une perturbation émotionnelle. Et donc, quand la perturbation émotionnelle, elle s'est fluidifiée, qu'elle est partie quelque part, qu'on a lâché prise, justement sur ce mental,
Et là, la bonne réplique, elle vient. Ouais, mais c'est trop tard. Mais alors, la bonne nouvelle, je peux me permettre d'en profiter pour donner un conseil à nos auditeurs. Il peut être chroniqueur pendant 5 minutes de plus. Et donc, en fait, ce que vous pouvez faire, si ça vous arrive aussi, vous êtes aussi concerné par le fait que cette bonne réplique vienne des heures après, voire la nuit, vous réveillez et dire « mais c'est ça que j'aurais dû dire !» Eh bien, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est déjà en vous. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous ayez toujours un carnet, ou même sur les téléphones portables, il y a toujours un bloc-notes. Vous notez ce qui vous vient et potentiellement le contexte dans lequel vous auriez voulu le mettre, le dire, l'avoir comme ça, aller dans justement l'art du rebond. Et au fur et à mesure que vous allez donner cette habitude à votre cerveau, c'est une sorte de muscle quelque part que vous allez développer, une sorte d'agilité mentale. Vous allez pouvoir, à un moment donné, vous allez voir raccourcir ce temps entre le moment où vous auriez dû parler, le moment où cette belle réplique vient. Voilà. Mais ça s'apprend. C'est aussi ce que je fais au quotidien en accompagnant les uns et les autres. Tu as raison, Corinne, mais par contre, je voudrais savoir, toi, ce que tu penses des silences lorsqu'on se sent parfois, je ne parle pas de moi, hein, mais je parle de nous tous, humiliés. Oui. Et qu'on ne dit rien. Les silences font mal. Alors ça, l'humiliation, c'est intéressant parce que c'est une forme de manipulation. On est sur autre chose. Il y a plusieurs formes de manipulation, dont la culpabilité, l'intimidation et l'humiliation. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est encore une fois, mon plus grand conseil, c'est celui-là, c'est toujours d'être le plus possible actif, voire acteur, à l'intérieur de soi et de ne pas laisser l'espace vide pour que l'autre s'en empare, en fait. C'est à nous de décider ce qu'on veut dire ou comment on veut réagir. Et quelquefois, on ne peut pas. Et quelquefois, on ne peut pas. Donc, le silence, parce que là, spontanément, on a tendance, effectivement, si on se sent humilié, mais n'oublions pas que c'est un pouvoir qu'on donne à l'autre sur nous. On n'est pas obligé de donner ce pouvoir à l'autre. C'est-à-dire que l'autre peut avoir la tentative de manipulation, mais nous, on n'est pas obligé de la valider. Et donc, quand il est trop tard, quand le silence est arrivé, tu ne peux pas régler tes comptes le lendemain. Non, alors, mais là, on va partir du principe qu'on ne peut pas changer le passé, n'est-ce pas? Donc, c'est pour le futur quand ça va arriver. Si jamais ça arrive, l'idée, c'est d'avoir aussi une certaine contenance. Parce que si vous avez une pensée active, vous allez avoir une contenance plus que de rester figé en état de ce qu'on appelle en état de sidération. Et donc, l'idée, alors encore une fois, c'est un apprentissage. Hein. Vous savez, je dis tout à l'heure que moi, au début, quand j'ai commencé sur scène, je bégayais, je parlais de dos. Donc, ne croyez pas que j'ai l'impression de dire que c'est facile, hein, jamais de la vie. C'est 30 ans d'expérience éprouvée, expérimentée, etc. C'est pour ça que je me permets aujourd'hui de donner quelques conseils parce que c'est vécu. C'est vécu, vous voyez. Et donc, s'il y a quelqu'un qui a une mauvaise intention en face de nous, déjà, pourquoi on lui donne ce pouvoir? Pourquoi on se laisse toucher par ce qu'il dit? On peut être dans le silence, mais un silence nourri et vous savez, il y a un vieil adage qui dit « le silence punit l'insolence ». Donc, pourquoi pas? On n'est pas toujours obligé de jouer le jeu de l'autre et d'essayer d'être plus fort que lui. Parce que si on a affaire à un vrai manipulateur qui a vraiment l'intention de nous faire du mal, ben, il est beaucoup plus expérimenté que nous. Donc, il ne faut surtout pas essayer de jouer sa carte. Il faut au contraire faire un pas de côté de façon à quelque part le déstabiliser. Et que ce soit lui qui soit déstabilisé et non pas nous. Alors moi j'ai un dicton, excuse-moi, je vais le dire très vite pour ne pas prendre la place de cette chère Sandrine, mais pouvoir intervenir aussi avec mes invités. Bien sûr, donc, avec plaisir. Moi je dis souvent, bon, ça aussi, tout ce que tu dis est vraiment des expériences extraordinaires, mais quelquefois tu ne peux pas aller contre une nature. Et lorsque tu es sous silence, par exemple, et si tu fais 3 pas en arrière, comme moi par exemple, tu ne refais jamais les 3 pas en avant. Tu fais 2 pas en avant pour pardonner un peu, mais tu ne pardonnes pas complètement. Oui, vous savez, je vais me permettre d'aller à votre sens, mais de manière un peu philosophique. En fait, on parle beaucoup aujourd'hui de pardonner, mais la personne que vous voulez pardonner, est-ce qu'elle vous demande pardon? Oui, je ne crois pas. Donc pourquoi se mettre cette espèce d'épée de Damoclès à soi-même, dire bon, il faut que je le pardonne, il faut que je lui pardonne. Si la personne ne vous demande pas pardon, pourquoi vous pardonneriez? Par contre, ce qui est important, c'est de se pardonner à soi. Se pardonner à soi, à un moment donné, ne pas avoir eu le bon mot, ne pas avoir eu la bonne réplique. Et ça, c'est important de se pardonner à soi, par contre. Elle a raison. On va regarder ces livres. Alors oui, on va regarder les livres de Corinne. Bon, en fait, c'est tellement passionnant qu'on aura envie de poser plein de questions. C'est très gentil. Alors Corinne, on peut te retrouver comment? Est-ce qu'il y a une chaîne Facebook ou peut-être? Alors j'ai un profil Facebook à mon nom, Corinne Blanc-Faugère. J'ai aussi un site internet qui s'appelle Humain
HUMAIN digital GITAL.com. Mais même vous tapez Corinne Blanc-Fogère sur Google, vous verrez, vous aurez toute une liste de choses qui me concernent. Et sur mon site, vous pourrez trouver des articles accessibles gratuitement. Sur mon blog, je fais aussi un podcast avec plein de conseils éprouvés. Et puis, je publie régulièrement sur mes profils Facebook, LinkedIn, bien sûr, puisque j'accompagne aussi des professionnels. Et mon dernier livre, là, L'art de convaincre sans manipuler, où j'explique toute une gamme de techniques de communication éthique, est sorti il y a fin août et je suis ravie de vous dire que déjà il rencontre un grand succès. Et puis vous pourrez aussi dans le Psychologie Magazine de décembre et janvier, le hors-série, retrouver un de mes articles, mes conseils sur la communication sereine en famille. Et en février, il y en aura un autre parce que je suis experte reconnue par les journalistes de Psychologie Magazine. Et Il faut le dire. Ah, je me permets de plaisanter. Oui, c'est un plaisir, pas forcément une fierté, mais un vrai plaisir de pouvoir apporter ce soutien-là. Et donc, en février, c'est ça sur la communication et les conflits. Comment à la fois y faire face et où les éviter. Très bien. Je crois que j'ai tout dit. Prochainement, donc. Ouais. Et puis, je me permets de préciser, j'écris un roman initiatique aussi qui s'appelle Va vers toi-même et deviens. Donc, si vous aimez ce genre de littérature, sentez-vous libre, faites-vous plaisir. Voilà. Alors, merci beaucoup, Corinne. Je voulais particulièrement te remercier pour ta bienveillance. Et moi, je sais que par rapport à la communication, tu es déjà quelqu'un de très rassurant quand on te voit. Ben merci, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, c'est à mon tour, les filles. Donc, je reçois Laurent Borel. Bonjour, Laurent. Bonjour, Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour, Laurent. Laurent est comédien et musicien. Oui. Et donc, c'est un artiste né, quand même. On peut dire un artiste né. Et tu navigues entre le cinéma, la musique et la scène. Qu'est-ce qui te relie? Qu'est-ce qui relie toutes ces facettes chez toi? Waouh! Qu'est-ce qui relie les trois? Très bonne question. Oui. C'est pas la répartie qu'il faut là. Je l'aurai Aidez-le, demain. les filles, aidez-le. Je l'aurai demain sûrement. Non, qu'est-ce qui relie Ton parcours, en fait, parle de ton parcours, c'est ça qui relie, finalement. Ouais, oui. Voilà. Pose-lui la question à Corinne, ça sera plus Non, là, spontanément, je n'ai pas la réponse, là. Un mot, Peu importe, moi, je vais te le dire, moi, ce qui relie. Moi, j'ai discuté avec toi, donc je le sais à peu près. Dis-moi. Ce qui relie, c'est parce que tu es pas quelqu'un un seul créateur sur une seule création. Tu as plusieurs créations dans la tête. Oui. Donc, il est schizophrène artistique. C'est cela, oui. C'est un talent. C'est très intéressant. ça, c'est un grand talent. C'est intéressant. Bon, je l'ai dit, je suis pas si créatif que ça, quand même. Oh, que si. Non, J'ai regardé ton parcours. Hein. Oh, que si. Donc là, tu viens de tourner avec Béatrice Dalle dans un court-métrage. Comment s'est passée cette rencontre artistique? Très chouette. J'appréhendais un petit peu, parce que je connais le personnage public, je la sentais peut-être... Et en fait, pas du tout. C'est une personne très accessible, très sympathique, très volubile, très présente, mais très sympa, et dans les dialogues qu'on a pu avoir, les dialogues qui n'étaient pas écrits, elle est dans la proposition de jeu, elle nous met très à l'aise très vite, quoi. Elle fait des propositions qui ouvrent, la réplique suivante. Donc c'était très, très agréable d'être avec elle, et puis on est très vite en connivence au niveau de l'humour, au niveau de humainement, quoi. Elle est très... Super. Ouais, franchement, c'est super. En général, c'est comme ça qu'on reconnaît un bon acteur, pardon, si je puis me permettre. Justement, celui qui donne la réplique et qui permet à l'autre de se servir de cette énergie-là pour quelque part se sublimer lui-même. Et ça, c'est un grand acteur. Alors, nous, les filles, on regarde souvent comment vient la personne habillée devant nous. Et il est habillé, regardons-le bien, il est habillé avec une jupe. Un kilt. Je voudrais lui poser la question suivante. Justement, ça m'a interpellée Est-ce que aussi. tu as le On ne regardera pas.
On n'a regardera rien vu, pas Laura, on n'a rien Est-ce vu. que tu as le même principe que les vrais les vrais en sous-vêtements. On va tout savoir. Muriel, elle veut tout savoir, Laura. Mais je vais entretenir le mystère. Ah, ça c'est une belle répartie. bravo. Ouais, mais écoutez, rien ne nous empêche de soulever sa jupe quand il sort. Méfie-toi, Laura. Je vais essayer d'éviter de passer sous Eh ben, le... fais attention alors, parce que l'une de nous va le faire. Et pas par vice, par curiosité. Oui, bien sûr. Donc, oh, j'ai honte. Oh, j'ai honte. Ça c'est fait. On coupera pas en montage. Hein. Écoute-moi, Laurent. Ouais, Dans c'est Il était une fois le printemps sorti en automne. Oui, tu Qui vas incarne un sortir en week-end prêtre. prochain. Oui. Là, loin d'un prêtre. Hein. Loin d'un prêtre, nous allons Quoique, une un robe prêtre sans en soutane, géant c'est pareil. je dis pas. Comment, excuse-moi, comment on entre dans une telle peau? Je voulais pas dire ça non plus. Un prêtre tranquille. Le costume aide beaucoup. Eh oui. Le costume aide beaucoup. Du coup, moi qui ne suis pas croyant, tout ça. En fait, le fait d'avoir une aube, d'avoir une église pour soi, où on peut parler fort et avoir des ouailles devant nous qui nous écoutent. Ils ne sont pas obligés, mais on se retrouve un peu comme un enfant qui se déguise. C'est vrai. Et du coup, ça dynamise. Voilà, j'ai pas d'autres mots plus explicites. Non, mais c'est extraordinaire. De toute façon, c'est vrai que dans une église où il y a des sons extraordinaires. C'est la première fois qu'on peut parler fort dans une église. Voilà. En général, il faut toujours Aujourd'hui, parler à marée basse. Là, toi et là, qui es ouais. comédien, musicien, toi qui es aussi chanteur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de chanteurs vont chanter dans des églises, comme les Maguelone, etc., parce que ça donne des sons extraordinaires. C'est à toi que je parle. Ah, c'est vrai, tu vois, comme tu as parlé de chanteur, j'ai un doute. Parce que T'es comédien quand même. Ouais, mais je chante pas. T'entends les voix quand même. Non, je parlais aussi en même temps en le regardant. Et toi qui es. Ouais, d'accord. Nous qui sommes. Voilà. Moi, je préfère pas. Parce que ça résonne tellement qu'on ne comprend pas bien les paroles quand on chante dans une église. Je suis pas d'accord. Non? Non, ça dépend comment c'est sonorisé et comment ils font. Si c'est sans rien, oui. Les chorales, c'est bien. A cappella. Oui, il y a un répertoire pour l'église. Un répertoire avec des longues de notes, avec... Moi, j'ai pas- ça sonne. Mais quand il y a trop de mots, quand il y a trop de phrases à comprendre, l'écho de l'église est malvenu, pour moi. Laurent, Oui, Laurent, Muriel. dis-moi, qu'est-ce qui te touche le plus dans les personnages que tu interprètes? Qu'est-ce qui me touche le plus? Le côté sombre des personnages. Aïe. Oui. Je suis pas intéressé par les bons sentiments, moi. Et donc j'aime bien jouer des personnages qui sont tournés par sombre. Qu'est-ce que t'appelles sombre? Criminel? Je sais pas. Non, pas forcément criminel, mais malhonnête, de mauvaise foi, d'hypocrite ou Ah d'accord, tout le sombre. Ouais, c'est ce petit sombre-là, quoi. C'est plus complexe. Pas forcément psychopathe ou quoi. Vas-y, moi, tu peux aussi poser des questions. Mais par rapport à... quand tu dis que c'est ce qui te plaît, en quoi ça te plaît? Parce que ça me permet de sortir justement quelque part, de sortir un peu éventuellement cette partie sombre de moi, de pouvoir la sortir de moi. L'apprivoiser un petit peu? Non, pas l'apprivoiser, mais de l'exprimer par le jeu. Comme ça me permet de pas aller dans la vie. Oui, c'est vrai, tu as raison. Bah, oui, c'est bien ma Laurent, réponse. Très très bien. Ce qui m'a beaucoup D'accord. touché aussi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est que tu joues dans la rue. Et tu joues précisément des musiques de films. Tu as choisi des musiques de films. Oui. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on entend l'accordéon dans la rue... C'est fort. Pardon? C'est très fort. Ah, très fort, je ne sais pas, mais quand on entend l'accordéon dans la rue, on s'attend au Petit Main Blanc, on s'attend à toutes ces trouvailles, à jouer du Piaf, voilà.
Et moi, j'avais pas envie, parce que comme j'en joue déjà dans une maison de retraite, ça va, quoi. Et voilà, je voulais surprendre un peu aussi mon auditoire de passage et capter tu surprends l'étonnement. Oui. Oui. Mais oui, c'est ça qui marche en plus. Et donc, je ne te pose plus la question pourquoi l'accordéon, parce que là, on vient de comprendre quand même. Hein? Pourquoi l'accordéon? Oui, tu choisis pourquoi l'accordéon, on comprend, parce que. Pourquoi l'accordéon? Il y a un rythme différent. Mais non, oui, oui. J'ai pris l'accordéon parce que comme au départ, je suis batteur et clavier, mais comme je suis malvoyant, je ne peux pas conduire. Donc, il fallait toujours que j'étais toujours dépendant de quelqu'un pour m'amener dans l'endroit X, Y. Oui. Donc, à un moment donné, ça m'a un peu saoulé. Je dis, il faut que je sois indépendant. J'avais un ami qui jouait l'accordéon, qui m'a donné deux, trois astuces. Il m'a dit, voilà, la position, ceci, cela, machin. Pour le reste, tout te débrouille. J'ai acheté un accordéon, et puis je me suis débrouillé. Et comme ça, après, j'ai pu le mettre sur mon vélo, sur mon dos, monter sur le vélo et aller du point X au point Y tout seul. Où tu te sens le plus libre? Est-ce que tu te sens le plus libre dans la rue ou sur les plateaux de cinéma? Dans la musique, dans la rue. Dans la rue. Bah oui, parce que je suis tout seul. Je joue tout seul. Je joue tout seul. Ce que je veux, si je veux, où je veux, quand je veux. Donc voilà, quand on est sur un plateau ou sur une scène, voilà, toutes les contraintes. Ce qui est intéressant, les filles, c'est que j'aimerais bien savoir comment tu fais pour te démarcher, c'est-à-dire tu te présentes au casting, comment tu fais? Alors au départ, il y a 10 ans de ça, j'allais sur les sites d'annonces et je cherchais dans la figuration tout ce qui était un peu profil atypique. Je suis un profil atypique. Ou les gueules, ou les trucs comme ça. Et donc, me suis retrouvé... J'ai fait plusieurs figurations, plusieurs silhouettes sur Paris. Je suis monté sur Paris, à mes frais, mais c'était le prix à payer. Et je suis rentré dans les catalogues, dans les répertoires des casteurs de Paris. Maintenant, quand il y a des productions qui cherchent des profils atypiques, ou des gueules, ou des trucs particuliers, je suis dans leur répertoire et ils m'appellent. Ils me disent, est-ce que ça t'intéresse d'aller tourner à Budapest avec les Mastones? Je sais pas. Allez, admettons. Et donc, après, j'ai fait une vidéo, une self-tape, on appelle ça, chez moi. Donc, je me suis fait filmer par un pote en faisant la répète et tout ça. Je leur ai envoyé. Ils m'ont dit, ok, oui, non, ceci, cela, on fait ci, on fait là. Et pour le film à Budapest, là, le réalisateur, il a dit, il me voulait moi absolument. Donc, il m'a écrit une scène que pour moi. On va finir sur quelque chose. Donc, ça, c'est très intéressant. Ouais. Si tu devais résumer ton parcours actuel en un mot, lequel choisirais-tu pour le futur? Patience. Waouh. Wow. Alors, je vais te faire un petit poème pour toi tout seul, qui t'appartient à toi vraiment. Donc, avant que tu puisses donner tes coordonnées devant la caméra, écoute bien. De tes blessures est née une force qui protège. Et dans tes bras, le futur apprend enfin à respirer. C'est très beau. C'est très beau. Très beau. C'est un haïku. Ah oui, Non, mais d'accord, merci. il y aura une petite musique pour toi. D'accord. Tu regardes la caméra. Là, alors, c'est celle-là, en face là. Et tu nous dis comment on fait pour te joindre, si on a envie de tourner avec toi, si... On veut savoir ce qu'il y a dessous le kit. Voilà. J'ai rappelé de ça. Ils sont malins, les hommes. Hein. Ouais, bien sûr. Sur Instagram, Laurent.Borel. Sur Facebook, c'est Laurent Borel, comédien et musicien, comédien. Voilà, ça. Sinon, j'ai un petit podcast où j'ai mis des nouvelles qu'on a mis en musique, on a mis en son. Il faut taper sur Spotify malformation crânienne au pluriel. C'est le mot dérision aussi, c'est pas mal dans la vie. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est bien, voilà. Puis en tapant Laurent Borel, normalement, on doit arriver à trouver pas mal de... Bravo. Je t'en prie. Merci, Laurent. Merci pour ton coup de cœur. Je pense que tu ne donnes pas ton téléphone. Non, je m'en envie.
T'as peur? J'aime pas. Après, on ne sait pas qui. Pas confiance. En tous les cas, t'as pas confiance, t'as raison. Donc, on te remercie beaucoup. Merci Laurent. Merci. Mais merci à vous. Merci. Au revoir. Thank you.
Vas-y, ma chérie, tu Allez. nous reçois un invité. Voilà, notre poète Yvan Didier Barba. Donc, merci d'être venu avec nous. Donc, et pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement avec des petits mots? Voilà. Ben voilà, je m'appelle Yvan Didier Barbia. J'écris depuis l'âge de 7 ans. J'ai publié mon premier livre à 17 ans. J'ai fondé mon premier club de poésie à 17 ans. Et j'ai jamais arrêté d'écrire. Waouh, Voilà. bravo, bravo. Donc, pour commencer, vous avez commencé très jeune déjà pour écrire. Donc, d'où vient cette passion pour la poésie et pour l'écriture? Alors ça, faut demander au ciel parce que ça vient, Ah bon? ça vient comme ça. Hein. J'ai rien forcé. En fait, j'étais très feignant. Et un jour, on m'a demandé, ma cousine m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'ai dit, ben écoute, je sais lire et écrire, alors je serai facteur ou poète. Ah oui, c'était quand même pas mal ça. Hein. Moi, c'était pareil. Voilà, c'est pas pareil, mais facteur aussi, il y a quand même pas mal d'anecdotes. Ouais, donc, Quand même, il y a de la richesse. ouais. Il y a de la richesse, hein, facteur. Ça restait un homme de lettres. Voilà. Donc, très bien. Donc, aussi, vous avez dit tout à l'heure, vous avez créé un club de poètes à 17 ans. C'est ça. Waouh, c'est assez tôt. Donc, comment est née cette idée à l'époque? Alors, à l'époque, bon, je commençais à faire des concours littéraires. J'avais eu un petit prix à Paris. Donc, Un c'était concours un concours de à l'école ou un bien concours de poésie nationale. Hein. Ah, national? Oui. Waouh. Alors, ça m'a donné l'envie de regrouper des poètes. Et puis, en fait, j'avais eu un petit article dans le journal local. À l'époque, j'habitais chez mes parents à Auxerre, dans l'Yonne. Et il y a un petit village à côté. Il y avait une dame qui était secrétaire de mairie qui m'a téléphoné en me disant « Je suis poète, moi aussi, j'aimerais bien vous rencontrer. » Et on a eu l'idée de créer ce club ensemble. Et ça a très bien marché parce que nous avons édité une anthologie des poètes de Lyon. Je ne me rappelle plus en quelle année, mais j'avais 17-18 ans. Voilà. Bravo, bravo. Quelle histoire. Oui. Et aussi, on dit que vous avez animé des ateliers de théâtre avec les personnes âgées de 60 ans à 95 ans. Alors ça, c'est J'imagine. actuellement parce que ma femme est présidente d'une association à Lunel de personnes... disons d'un certain âge, mais il y a aussi des jeunes, hein, c'est ouvert à tout le monde. Et dans cette association, il y a plusieurs ateliers. Et donc, j'ai fondé un atelier théâtre. Voilà. Elle a un nom, cette association? L'association des Pescalunes, les pêcheurs de lune. Des Pascas, Les Pescalunes. Pescalune. Escalune. Les gens de Lunel qui sont nés à Lunel s'appellent des Pescalunes. Les autres s'appellent des Lunélois. Si on n'est pas natif, hein, ils sont... un peu sectaire. Quand même, c'est pas bien ça. Hein. Moi, je trouve pas ça bien. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous apporte de les voir monter sur la scène? Alors, disons que ce sont des personnes qui n'étaient jamais montées sur scène. Oui. Et donc, effectivement, la doyenne qui s'appelle Lucie a 95 ans Waouh. et la plus jeune a 60 et quelques années. Oui. Et alors, j'ai 14 femmes. Et j'étais le seul mec, et maintenant nous sommes 2 mecs, parce que je m'accroche un peu, parce que autrement c'est très fatigant. Voilà. Ah bon. Ok. Et donc on fait des ateliers théâtre, donc je leur écris. J'avais fait l'erreur autrefois de faire jouer des pièces, c'est un peu trop long, parce qu'en prenant de l'âge, on perd un peu la mémoire. Ah oui, oui. Et donc je leur écris des sketchs et en fonction de leur personnalité. Par exemple, la doyenne, qui a 95 ans, aime bien boire son whisky. Et je lui ai écrit un sketch sur le whisky. C'est rigolo. Sur le whisky. Ah, wow. Oui, ça s'appelle whisky. Ça peut marcher avec moi aussi, parce que j'aime bien. Allez. Et puis, voilà. Donc, parmi vous, vous avez eu beaucoup de prix. On dit les prix Aragon, les prix Marie-Noël, le prix Europoésie. Donc, parmi tous vos prix, lequel vous le plus touché? Alors, celui qui m'a le plus touché, c'est le prix Marie-Noël, parce que Marie-Noël est un grand poète qui a sa statue dans la ville d'Auxerre où j'ai vécu. Et je l'ai rencontrée lorsque j'avais 7 ans. Oui. Et on m'avait dit, tu verras, c'est un grand poète, parce qu'elle avait été reçue par Charles de Gaulle. Et moi, un grand poète, je m'attendais à quelqu'un de très grand, et c'était une toute petite bonne femme. Et elle m'a dit, mon petit garçon, faut continuer, faut continuer.
Wow. J'ai eu le prix Marie-Noël, enfin le prix du jury Marie-Noël. Je l'ai eu il y a 4 ans et j'étais très heureux parce que ça me rappelait toute ma jeunesse. Oui. Tu caches ton livre là. Et j'ai vu qu'il y avait une page qui était marquée. Oui. Alors, Oui. non, non, Pourquoi tu le caches? Faut le montrer. je le cache pas. Oui. Alors ça s'appelle Le Sentier de l'amour. Voilà, parce que Oui. ça s'appelle Le Sentier de l'amour parce que j'ai obtenu l'année dernière, enfin en 2025, le Grand Prix du poème amoureux. Et je me suis dit, c'est un signe. Donc j'ai écrit ce recueil qu'avec des poèmes d'amour. Alors, je voudrais vous poser une question, Oui. monsieur. Non, je vais te poser une question. Ce poème, tu l'as écrit lorsque tu étais amoureux? Mais on est toujours amoureux. Moi, je suis toujours amoureux. Oh, quel beau. Et j'ai même C'est beau, écrit un c'est beau. poème, bon, je ne l'ai pas ici, qui s'appelle « Je n'ai vécu que pour l'amour ». Voilà. Tout un programme. Voilà. Donc voilà, vous écrivez mélange poésie, les contes de Noël, théâtre, tout ça. Et comment choisissez-vous le genre selon l'histoire que vous voulez raconter? Comment vous choisissez? Alors ça vient comme ça. Je choisis pas parce qu'en fait, moi, j'écris la nuit très souvent Oui. parce que je suis au calme et ça vient tout seul. Moi, il suffit d'une phrase et puis Approche ton... il suffit d'une phrase et ça part. Et pour vous donner un exemple, il y a quelques années, j'étais à Paris dans le métro et j'ai vu une souris passer et j'ai écrit une nouvelle qui a eu un prix d'ailleurs qui s'appelle La révolte des rats. Et ce sont les rats qui attaquent le métro. Voilà. On y est, on y est. Bon, ok, très bien. Donc après, est-ce que vous avez des nouveaux projets, des nouveaux Alors, spectacles ou bien Alors, l'autre chose? Je vais faire un spectacle avec ma troupe et mes 14 femmes. Là, le 19 novembre. Et un monsieur aussi. Oui, il y a un monsieur. Oui, oui. Oui. Et il est tout récent, mais il se débrouille très bien. Oui. Et donc, le 19 novembre, à la salle Castel à Lunel. Et j'ai fait toute une série de sketchs. Alice au pays des mères vieilles. Voilà. Et ça raconte la vie des femmes en général. Voilà. Vous avez des questions? Notre invité? Il y avait pas de Elle est questions. finie? Moi, je voulais savoir, Yvan, vous produisez localement ou vous êtes amené à vous produire ailleurs? Oh non, on se que produit du local. localement parce Non. que on s'est produit dans des maisons de retraite, des choses comme ça, mais vu l'âge qu'elles ont maintenant, c'est un compliqué. C'est compliqué parce On va que nous lire un passage Oui, qu'on dit. du livre. alors je vais vous dire Pantoum pour mon amour. Le pantoum, c'est une forme. Le micro. Le pantoum, c'est une forme de poésie classique comme la ballade, le sonnet, etc. Et je l'ai écrit pour mon épouse, bien sûr, et j'ai eu le premier prix des Arts et Lettres de France. Aujourd'hui, je suis vieux, et toi, presque une vieille. Nous resterons unis jusqu'au bout de la nuit. Pour moi, toi, mon pauvre cœur, sera toujours en veille. À nous deux, nous ferons s'envoler notre ennui. Nous resterons unis jusqu'au bout de la nuit. Notre vie, quel bonheur au pays des merveilles. À nous deux, nous ferons s'envoler notre ennui. Des mots doux danseront autour de nos oreilles. Notre vie, quel bonheur au pays des merveilles. Moi, je suis ton soutien, toi, mon plus grand appui. Des mots doux danseront autour de nos oreilles. Nous serons les plus forts sous le temps qui s'enfuit. Moi, je suis ton soutien, toi, mon plus grand appui. Quelle est grande en nous deux la force qui sommeille. Nous serons les plus forts sous le temps qui s'enfuit. Aujourd'hui, je suis vieux et toi, presque une vieille. Waouh, c'est Oh, beau, bravo. Waouh, l'amour. Superbe. Voilà, merci. Oui, merci, Merci. merci Yvan Didier. Maintenant, vous pouvez regarder aux caméras et dites votre page Facebook ou bien un site. Oui, j'ai un site. Oui. Attendez, je vais vous dire parce que. Ouh là là. Alors, mon site, https site au pluriel _google.com /VIEW et puis /Yvan Didier Barbia. Voilà. On te connaît sous quel nom
Didier Barbia. Sur les réseaux. Pareil. Moi, je Alors, change c'est pas. ça qu'il faut que tu dises. Parce que le HTTP est un peu long. Oui, Yvan Didier Barbia. Et le site, c'est quoi? Comment il s'appelle le site sans HTTP? Vas-y, prêt avec ton micro. Oui, Tu fais pas HTTP, tu fais le nom du site. Google.com, W-I-E-W, Yvan Didier Barbia. YvanDidierBarbin.fr ou .com? Voilà, .com. Moi, je change pas de nom. Hein. Non, pas du tout. Mais tu m'as fait bien rire. Ah là, maman, tu fasses un poème là-dessus. Le HTTP. Ah, c'est super. Bon, Sandrine, ma chérie, c'est à ton tour. Oui. N'est-ce pas? Alors, je suis ravie d'accueillir Yumba Freeman, qui est auteur, compositeur, interprète et conteur. Il est originaire du Burkina Faso. Il est sage. Très sage. Et à travers sa musique, Yumba partage la voix de ses ancêtres. Alors Yumba, moi j'aimerais savoir en quelques mots le cheminement musical du Burkina Faso vers la France. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce voyage? Bon, il y a plusieurs raisons. Bonjour tout le monde déjà. Bonjour à ceux qui nous écoutent. Et il y a plusieurs raisons. D'abord, au Burkina, j'avais mon groupe Afro Route, dont on faisait du blues, jazz et afro-musique, quoi. Donc, j'ai eu quelques concerts en France, en Belgique, en Danemark. Donc, maintenant, quand ils ont envoyé le contrat, j'ai demandé le visa. Du coup, je n'ai pas eu le visa pour venir. Donc, il y a eu deuxième encore proposition pour une tournée en France. Et la tournée commençait en France, mais voilà, c'est une tournée européenne. Deuxième fois encore, ils ont refusé le visa en disant que je n'ai pas un album officiel sur le marché, donc ils ne peuvent pas me laisser partir avec des musiciens depuis le Burkina. Donc comme ça, après, il y a une copine qui est française, donc qui est justement la mère de ma fille. Une fois, j'ai encore reçu d'autres contrats et avec son appui et tout, ça a été validé. Donc j'ai eu le visa, je suis arrivé en France. Et en même temps, j'ai continué à faire la tournée avec la musique. Mais c'est que je n'étais pas avec mon groupe. Je n'ai pas pu venir avec mon groupe. Je suis venu seul. Donc, j'ai commencé seul. Puis, je travaille avec les écoles. Donc, arrivé ici, j'ai commencé à intervenir dans les écoles, écrire des pièces de théâtre, écrire des chansons avec les enfants. Et Yumba, à travers ta musique aussi, tu véhicules donc la voix de tes ancêtres. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La voix de mes ancêtres. Vous savez, en Afrique, avant les écoles, avant les télés, avant les radios, il y avait les griots qui utilisaient les contes et légendes pour enseigner la sagesse et la bonne moralité. Donc, ça inclut le vivre ensemble, l'acceptation de la différence. C'est pour ça, à l'époque, en Afrique, quand tu reçois un étranger, on dit c'est Dieu qui te l'a envoyé. Donc, tu dois prendre soin de lui pendant une semaine, par exemple, le temps qu'il puisse s'intégrer dans le pays. Et le vendredi, tu l'amènes présenter au roi, dire « j'ai reçu un étranger ». Donc, tu dois dire à la communauté qu'est-ce que l'étranger il sait faire. Donc, voilà, toutes ces choses sont transmises par les anciens. Alors, c'est ça justement. Donc, toi, tu transmets donc un message. Oui. Et ça serait quoi, en fait? Mon message, le principal, c'est le vivre ensemble. Puisque la plus grande pauvreté qu'on a en tant qu'humain aujourd'hui, ce n'est pas savoir vivre ensemble. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Et c'est parce que, justement, on dit le vrai bonheur, c'est vit dans le partage. Et le bonheur qu'on ne peut pas partager, c'est des illusions. Parce que quelque chose qui est vivant partage toujours de son être. Donc, si nous, les êtres humains, on est pauvres en partage, ça veut dire qu'on manque confiance en nous. On manque de confiance en nous. Et les choses qui peuvent nous mettre en confiance, c'est le lien qu'on a avec notre entourage. C'est génial ce qu'il dit, parce que c'est génial ce que tu dis, parce que on peut pas dire. Je comprends ce que tu dis et j'adore ta façon de voir les choses, mais en même temps, on peut aussi dire qu'on peut aussi s'échapper parce que c'est dur. La vie est dure et qu'on reste sous silence, sans rien faire, sans réagir, parce que le silence nous apporte plus que la méchanceté.
Oui, mais comme on dit, le pire n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais c'est le silence des gens bien. Donc, si on passe le temps à fuir les combats que nous devons faire, en fait, nous sommes responsables, nous sommes ceux qui alimentent ces problèmes. D'accord, mais on Donc, ne fuit pas. hein? On fuit pas. Il faut simplement un temps d'adaptation et de récupération et en fin de compte de résilience. Ou de résilience. Et moi, je dirais, si j'ai un conseil à donner, c'est de dire aux humains d'apprendre à se connaître et de mettre les jugements de côté, d'apprendre d'abord à se connaître. Même quelqu'un de mauvais est une école. Donc, toutes sortes de personnes C'est vrai. apportent Ça, quelque c'est vrai. chose. C'est vrai. Toutes sortes de Oui. personnes qui intéressant, viennent c'est vers vrai. toi, ils t'amènent quelque chose. Que ça soit négatif ou positif, ils viennent pour t'enseigner. Comme on dit, la vie est une perpétuelle apprentissage. Même les jours de sa mort, on apprend à mourir. C'est comme... Yomba, qui es-tu? Qui es-tu? Un saint homme? En fait, c'est ça, c'est que les obstacles aussi qu'on nous met sur notre chemin nous aident à grandir quelque Oui. part et nous aident à avancer. Oui. Voilà. Et si on veut on veut avoir la confiance de vivre, c'est vraiment les liens sociaux qu'on a autour de nous. Si on ne soigne pas ces liens sociaux entre nous, vivant entre nous, populations, justement, on sera dépendant du système. Des systèmes à qui on a peur, les systèmes qui nous montrent clairement qu'il n'est pas forcément de notre côté. Ah non, ah non. Voilà. Mais Donc, de toute façon, aujourd'hui, la peur qui est existante, c'est justement cette séparation qui n'est pas du bon vouloir de l'être humain, qui est exactement. plutôt du matraquage des cerveaux qui se passe actuellement. Oui. Hein? Donc voilà, c'est comme si notre vie individuelle, notre individualisme nous met dans une sorte de peur permanente et que la seule chose qui va nous défendre, c'est notre matériel, c'est notre richesse, c'est ce qu'on tient. Donc ça veut dire, en tant qu'humain, on est dans une faiblesse totale. C'est-à-dire, à partir du moment où l'être humain ne peut pas exister par lui-même, il faut un objet, il faut du matériel, il faut de l'argent pour affirmer son existence. Ça veut dire que cet être humain n'est plus un être humain. A perdu son humanité. Puis c'est l'être humain, il est né avec toute sa force. Avec toute... C'est plein de sagesse. Voilà, l'être humain est né avec toute sa force, il a tout ce qu'il faut pour vivre. Mais à partir du moment où il dépend des objets, même il devient le gardien de son objet, de son matériel, il est prêt à tout pour pouvoir protéger son bien. Donc lui-même, il devient esclave de son bien. Donc Yumba, donc, si on comprend bien, c'est plein de messages que tu véhicules à travers ta musique. Et justement, est-ce qu'en ce moment, tu as des projets artistiques, des concerts ou des sorties de prévues? Oui. J'ai des projets. Comme je dis, je travaille beaucoup avec les écoles. Avec les écoles, la dernière fois, il y avait un appel à projet qui s'appelle Occitanie ouvert sur le monde. Donc, cet appel à projet, c'est moi qui l'ai remporté avec ce que je propose sur le vivre ensemble. Donc, on écrit des pièces de théâtre sur le vivre ensemble, l'acceptation de la différence, la valorisation des potentiels qui nous entourent. Spectacle musical ou... Spectacle, dans mon spectacle, on fabrique des instruments de musique avec de la récupération pour montrer aux participants qu'on peut donner une seconde vie aux objets et qu'on n'est pas toujours obligé d'aller faire travailler les usines, mais on peut redonner une seconde vie aux objets qui peuvent toujours servir. Donc voilà, ça c'est pour l'écologie. Et ensuite, la valorisation de nos potentiels. Souvent, on trouve les enfants ensemble dans les écoles qui disent « Ah ouais, non, on ne joue pas avec les filles. Ah non, on ne joue pas avec les garçons. » Donc, ils font des clans. Mais moi, mon objectif, c'est de pouvoir les faire créer ensemble. Ça veut dire quand j'ai 25 enfants et qu'on doit écrire une pièce de théâtre sur le vivre ensemble, donc il y en a déjà qui disent « Ah oui, moi je vais être dans tel groupe ». Ils commencent à choisir leur groupe. Moi je dis non, là, ici, on fera dans l'inconnu. Personne n'a le choix. Je fais un rang et je fais gauche, droite. Donc j'ai 2 équipes et après je vais vers l'autre équipe et je fais gauche, droite, comme ça pour avoir 4 ou 5 équipes. Donc, chaque équipe va se mettre ensemble et ils vont créer quelque chose. Et voilà, ils vont créer quelque chose sur le thème qu'on demande. Donc, dans l'objectif qu'on n'est pas obligé d'être des amis
pour pouvoir faire les choses ensemble. Partager. C'est ça une société. Sinon, ça devient des clans. Une société, on doit pouvoir faire tout ensemble, même si on ne se connaît pas. Il faut juste savoir où on veut aller. Alors, Yomba, pour ceux qui voudraient connaître ton univers, est-ce que tu as une page Facebook, une chaîne YouTube où on peut te retrouver? Oui, donc ma page Facebook, c'est Yomba. Caméra. Tu peux regarder, voilà, la caméra. Ma page Facebook, c'est Yomba Freeman. C'est Yomba Freeman. Et mon YouTube, c'est Rachidi Yomba. Alors là, on va pouvoir aussi t'écouter et apprécier ton talent. Donc, tu vas nous interpréter 2 morceaux, il me semble. Yes. Donc, j'interprète 2 morceaux. Un sur l'aventure qui s'appelle Burkudo. Donc, Burkudo veut dire « Viens, on va aller à la maison ». Puisqu'on dit vivre même déjà, c'est une sorte d'aventure. Venir déjà dans la vie, être né, quoi, c'est une sorte d'aventure. Donc, on est né pour apprendre, pour faire des erreurs, apprendre de nos erreurs. Donc, mais il faut savoir d'où on vient. Si tu ne sais pas d'où tu viens, dès que tu te perds de là où tu vas, tu es perdu totalement. Mais si tu sais d'où tu viens, si tu te perds sur ton chemin, tu peux toujours revenir en arrière, comme on dit, reculer pour pouvoir mieux sauter. Donc, je dis, viens, on va rentrer. Donc, ça veut dire, aligne-toi avec tes racines, car un arbre qui s'éloigne de sa racine finit sec, finit comme une table, finit au service des autres, et il ne peut même pas être autonome pour rendre service, pour donner des fruits, parce qu'il est loin de ses racines. Et cher arbre, tu as fleuri là. Tu peux nous dire quand même comment on fait pour te joindre à nouveau? Et il y a mon numéro de téléphone. Vas-y. Qui est le 07 48 21 61 00. Et on va le découvrir en live. Hein. Alors, on va le découvrir. Juste une petite précision, c'est que tu utilises 2 instruments. 2 instruments. Justement. Donc, il y a le goni, qui a 16 cordes. Bon, c'est moi-même qui les fabrique. Voilà, c'est aussi... Normalement, le goni, il a entre 8 et 12 cordes. Oui. Mais moi, j'ai fait le mien à 16 cordes puisque j'avais besoin de certaines sonorités. C'est de la récupération aussi ou... Bon, là, c'est vraiment ta création avec la calebasse. C'est important de le dire. Voilà, avec la calebasse et voilà, la sculpture sur le bois. Et mon deuxième instrument s'appelle le cornet. Cornet, c'est un instrument de la tribu des Bissa. Donc, qui a 2 cordes, qui se joue pour les travaux champêtres et qui se joue pour la chasse et pour les cérémonies, pour les funérailles. Puisque chez nous, justement, les anniversaires ne sont pas les choses qu'on fête, c'est les funérailles qu'on fait. D'accord. Alors, voilà. on fête les funérailles, puisque justement, si on considère que la vie, c'est un chemin, donc les funérailles, c'est notre destination. Alors, on va apprécier tout ça, Yomba. On va pouvoir t'écouter. Ouais. Yes, en tout cas, merci. Iburkudo wanyina, Iburkudo ye. Iburkudo wandani, Iburkudo ye. Burkudo wanyina, Iburkudo ye. Burkudo wanyina, Iburkudo ye. Burkudo wanyina, Iburkudo ye. Ibaba bani utamparobe ahwana darebima. Idanza no banyin takanaki nibila kadambi. Ungu boy na bana undani gegarantenga yimisara. Ibi toro bagwa mai gebi leba gosumara. Gwakambia ni biri ni dundo ibor dundo mare gebi kuzunzira merba kanekra. Geke nabiya manzira merba kanekra. Abawa Iburkudo wandani Iburkudo ye. Nina mo Iburkudo ye. Iburkudo ye. Modo
kinyani yangaraye iburkudoye burkudoyina iburkudoye mo benda dabanyibi burkudoye burkudoyina iburkudoye. Ambe tama 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 mandi seki balida. Ambe tama wo katama tama mandi seki balida. Au katama au ka dunya lo wawa. Ni mayala dunya namteri ngete koye. Ni kodo mai soro dunya na wongwete kolon. Inanga wazo dini inanga wazo. Au ye wamfazola. Nangawaso, nangawa, deni nangawaso. Mauye wamfasola, deni nangawaso. Nibe watu kamiri, liko segile mawawa. Nangawa, deni nangawaso. Nibe wawawa, niye miri mama Afrika ma. Nicola Luma. Je le venere e biga tu fo mana wana yum katiashe tu fo we gwa we wo on katrenton ba lettre tu fo ma bordo fo Mama Africa border fo Mama Africa border le roi me bayiri habiga Mama Africa border la fo banti bayiri kun lobne kogori Mama Africa Adosa ni moti dem katemba moti digidinye Mama Africa border fo Mama Africa border fo Mama Africa border fo Africa kate tikakamje Mama Africa border fo Adotomba wakate tikaburukin biwa Mama Africa border fo Haya border fo Mama Africa border fo Border fo Mama Africa border fo Mama Africa border fo Tufule wa me bayiri abiga Mama Africa border fo Yes I Barka
Chinla ye ye bagaso ye. Chiri 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 yo suguri ye bagaso ye. Kunyuna sara sana kebi uni bibau. Na panga na kuni bachiri ni kale. Yeah yeah, onwe diga kuma kantale. Suguri ibuduru don ye. Chinla ye chiri yo. Turda kunyuna sana sokma biba gaso ye. Chinla ye chiri yo. Kunyuna zanzere sana sokma biba gaso ye. Chinla ye bagaso ye. Chiri 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 yo suguri. Sabari kana ujamfa sa Sabali ikana ujamfa Dudenu yokalana ya takadima Kokadenu kasini ya sigita katuibolo Sabali ikana ujamfa sa Ukanyo ujamfa toni che ikanado Duden tonyo toni che ikanado D'un faga fagaton Canada là. Monsieur le Président Jay Canado. Canado oh yeah. Canado oh oh. Canado oh oh. Canado oh. Canado oh yeah. Canado oh oh. Canado oh oh. Canado oh. Hey. Monsieur le Président n'adhère pas. Pardon, n'adhère pas au détriment du peuple qui t'a élu. Quelle honte! L'air de marche satanique corrompu n'adhère pas. Hey, Monsieur le Président, l'air de marche de destruction n'adhère pas. Hey, Monsieur le Président, hey, Maintenant, c'est à mon tour et elle attend depuis tout à l'heure, mais elle a participé avec nous, chère Lily. Alors, on va parler de résilience, Oui, de protection de l'enfance et de reconstruction. totalement. Tu es d'accord avec moi? Oh, oui, exactement. Lily, Merci. aujourd'hui, tu es éducatrice. Non, je suis ambulancière. Ambulancière, oui, c'est vrai. Tu as été éducatrice, sportive de haut niveau Oui, et maman. comptable, puis ambulancière et maman. Et maman. Totalement. À l'âge de 30 ans, vers 30 ans. c'est J'étais ça maman à 30 ans. Voilà. Oui. Hein.
c'est ce qui t'a donné la force de tenir après tout ce que tu as traversé. Donc, si on pouvait, tu vois, parler un peu de ça, parce que devenir mère a fait remonter beaucoup de choses en toi. Et comment tu as accueilli ce bouleversement intérieur. Donc, je voudrais savoir que tu me parles de ce bouleversement intérieur. Alors, disons que c'est remonté à la surface, en effet, quand j'ai été enceinte de ma fille, Alizée. Je pense que c'était important pour moi. C'était inconscient, hein, mais je pense que tout est remonté. Bon, déjà, suite à une amnésie traumatique, clairement, dont j'avais du coup pas conscience. Hein. Tout est remonté parce qu'en fait, là, j'allais accueillir mon propre enfant. Et donc, l'accueillir dans les meilleures conditions, c'était aussi se mettre face à mes blessures, à mes failles, face à la réalité. Je ne pouvais plus être dans le déni. Et ni enfermé. Ni dans le déni, ni enfermé. Bien sûr. Alors, parce que tu as été enfermé. Oui, alors ça, c'est ce que j'ai vécu en famille d'accueil. On va en parler maintenant. Être enfermé, oui. En fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que tout s'est réveillé à 30 ans quand j'ai été enceinte de ma fille, parce que il fallait que je protège mon enfant et que je la fasse grandir dans le meilleur des mondes, et que je sois la meilleure version de moi-même. Sauf que j'étais complètement dans le déni face à mon histoire, où j'ai vécu, donc j'ai été mis à la DAS à l'époque, ça s'appelait pas l'ASE, qui est l'aide sociale à l'enfance, à 9 mois. Et j'ai été mis dans une famille d'accueil dans laquelle je suis restée pendant 16 ans et où en fait j'ai vécu les viols, la maltraitance et l'esclavage. Donc j'ai été mis dans un engrenage où on n'ose pas dénoncer, on n'ose pas parler, on banalise parce qu'on ne sait pas comment ça se passe ailleurs. C'est que du négatif, c'est-à-dire que c'est des insultes, c'est des mots rabaissants, c'est des coups. Donc, au bout d'un moment, quand on nous fait ce tel bourrage de crâne, quand on nous inculque, je ne sais pas si vous avez déjà lu les 4 accords Toltec, ils en parlent. Quand on nous met des croyances en tête, on s'en persuade, en fait. Et moi, justement, quand j'ai été enceinte, j'ai décidé de me créer mes propres croyances. Parce que moi, toute ma vie, on m'a dit que j'étais moche, grosse, que je ne réussirais pas dans ma vie, que j'étais une feignante, que j'étais une bonne à rien. On m'a pris en photo. Mais tu as été à l'âge de 9 mois. Donc à l'âge de 9 mois, oui. J'ai été placée. À quel moment tu t'es rendu compte là, dans Lyon, comme Auxerre, je connais très bien. Parce que j'étais dans Lyon, en puisée Forterre, vers Saint-Fargeau à Saint-Privé. Dis-moi, à quel moment tu t'es rendu compte de cette maltraitance? Parce qu'à 9 mois, ils étaient obligés de s'occuper. Alors, à partir du moment où je me souviens que nous avions déménagé, je devais avoir 6 ans environ, et on est allé habiter dans leur rêve, en fait, à cette famille, c'était d'avoir une ferme, une fermette à rénover et d'avoir des animaux et d'être dans l'autosuffisance. Donc, il y avait des poules, des lapins, des chevaux, des moutons, des pintades. Mais tout ça, c'était du travail. Il fallait s'en occuper. Du coup, l'autosuffisance, ça veut dire que tu t'occupes des animaux. Et puis, tu avais 6 ans. Oui. Et en fait, à partir de là, ça a commencé déjà dans la rénovation de la maison. Il fallait que nous... Il y avait d'autres enfants dans la famille? Il y avait un autre enfant placé. Eux, en fait, avaient 3 enfants biologiques, pardon. Mais ils étaient plus grands. Ils étaient beaucoup plus grands, donc ils habitaient le même. Alors, en fait, non, pas du tout. Il y avait 3 enfants à eux, 2 de la DAS et une autre qui était en fait la nièce de la famille d'accueil. Soit elle devait en fait aller ailleurs ou être recueillie par eux. Et en fait, celle-ci, en fait, les 3 qui n'étaient pas des enfants biologiques ont subi le même sort, enfin surtout les femmes, ouais.
Mais en fait, la seconde, donc, qui est la nièce, elle, on a 20 ou 20, 25 ans d'écart, donc on n'a pas été élevés ensemble. En fait, les trois grands étaient déjà partis quand je suis restée. Et en fait, les viols que j'ai subis, je les ai subis de la part d'un de ses enfants et d'un qui a été placé. Mais à quel âge? Entre mes 9 ans et mes 12 ans. Et les coups, c'est qui? C'est les parents? C'est elle. C'est elle qui était l'assistante maternelle. D'accord. Oui, c'est... Et l'esclavage, ça peut appeler ça l'esclavage moderne. Oui, c'est de l'esclavage moderne. En fait, je rentrais de l'école, elle me disait que voilà, il fallait s'habiller en salle. Donc, on avait des vêtements pour aller faire les tâches. Et donc, c'était rentrer du bois, mais tout était à profusion en fait. Quand on rentrait du bois, ça durait toute une journée en fait. On se cassait le dos à 11 ans à faire des allers-retours pour rentrer du bois, à aller s'occuper des animaux, casser la glace l'hiver dans les seaux des animaux pour changer l'eau, tenir les poulets pour les tuer, son mari leur couper le cou et c'est nous qui tenions les poulets. En fait, on a vécu comme dans les années 1960 alors qu'on était dans les années 90 et donc, ce que je ne comprends pas, c'est comment c'est surveiller un enfant qui est placé. Comment ne se sont-ils pas aperçus? Tout simplement parce que c'est le gros problème qu'on a aujourd'hui à l'aide sociale à l'enfance. C'est que les éducateurs, quand ils vont dans les familles pour voir comment ça se passe, les familles sont prévenues. Donc, quand mon éducateur venait, c'était la meilleure famille d'accueil du monde. Elle faisait un gâteau, elle nous habillait bien et elle faisait en sorte d'être gentille. Et les seules fois où j'ai essayé, ou la seule fois où j'ai essayé de dénoncer, moi, derrière, je me suis fait matraquer. Donc après, on ne parle plus. Et après, il n'y avait pas des voisins qui étaient témoins de certaines scènes ou... Et c'était dans un endroit, il n'y avait que des champs et des vaches autour de chez nous, quoi. Mais donc tu as pris conscience de tout ça et donc je suppose que quand tu as réalisé vraiment à 16 ans, vers 16 ans, non? Tu as réalisé vraiment... Oui, quand je suis partie toute seule, en fait, à Dijon... T'as fui? Ah oui, oui. Enfin, j'ai fui, j'ai décidé de prendre ma vie en main, quoi. Quand j'ai eu le bac, quoi... Et le bac, tu l'as passé à quel âge? Quand j'ai eu le bac à 18 ans, mais en fait, avant ça, moi, elle a perdu son mari qui était atteint d'un cancer du pancréas. Il est parti en 6 mois, il était soigné à la maison. C'était très compliqué aussi, ça, parce que j'avais 15 ans à l'époque. Et il est mort dans la maison, il est resté 3 jours dans la maison mort. Il n'est pas allé en chambre funéraire. Donc, j'avais un mort à côté de ma chambre. Par exemple, son matelas, elle l'avait réutilisé, son matelas à mémoire de forme. Un jour, je suis rentrée de l'internat et je me suis rendu compte qu'elle avait mis son matelas à la place du mien, donc, sur lequel il était décédé. Donc, c'est une femme qui était torturée. Grand traumatisme. Et donc, pour revenir à ta question, excuse-moi. Pour revenir à ma question, c'est que après tu as fui, bien entendu. Oui, voilà. En fait, j'ai eu la chance d'aller dans une autre famille d'accueil pendant 1 an ou 2 où j'ai compris que en fait, ce qui était de vivre, parce que cette femme, donc du coup, dans tous ses vices, a dit à l'éducateur qu'elle ne pouvait pas faire son deuil, que j'étais une mauvaise fille et que elle pouvait pas faire son deuil, donc elle me voulait plus chez elle. Les rôles se sont inversés et puis moi ça m'a arrangé, ça m'a permis de voir la réalité. Et c'est après ça je suis allée à Dijon, il a fallu que je me débrouille seule. Et tu as repris des études? J'ai fait 1 an d'histoire, puis 1 an de psychologie, mais il fallait que je puisse payer mon appartement, que je puisse payer le permis, ce genre de choses. Donc en fait, j'ai dû arrêter les études, j'ai dû aller manger au Resto du Cœur, j'ai dû
me faire loger, parfois voler pour me débrouiller. Survivre, voilà. Pour survivre. Et en fait, le rugby m'a sauvée parce que... Là, c'est là que tu es devenue sportive. Je suis devenue sportive de haut niveau et j'ai travaillé j'ai passé mes diplômes pour être entraîneur et éducatrice. Et donc, j'ai pu travailler pendant 10 ans dans des clubs de rugby et venir jouer à Montpellier. Et ça m'a vraiment aidé en fait à tenir. Je pense qu'on n'aura pas assez cette émission pour te raconter toute ton histoire. Non, malheureusement. c'est pour ça que je projette de Mais on faire va un parler livre quand même de pour, l'association que tu as ouverte qui s'appelle Oui, Les Pupilles. alors c'est tout. En fait, c'est toute l'importance de mon histoire. Enfin, moi, je raconte mon histoire, mais aujourd'hui, j'en suis soignée de tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2025, il y a encore énormément de jeunes qui subissent des traumatismes en famille d'accueil et qui ne dénoncent pas. Et donc, moi, j'ai créé mon association qui s'appelle Les Pupilles de Lily, où je viens en aide aux jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance et qui ont besoin d'un cadre familial, d'un cadre scolaire, d'aide psychologique, d'aide financière. Et de soutien, des fois d'écoute, juste c'est merveilleux. Des fois. C'est merveilleux de vouloir aider après toute cette souffrance les autres. Justement les autres parce que j'ai pas moi eu le courage de dénoncer quand je l'ai vécu. Donc aujourd'hui, c'est indispensable pour moi de venir en aide à ceux qui n'osent pas parler, leur dire qu'il faut oser, dénoncer. C'est une forme de guérison quelque part de cet investissement. C'est pas pour me guérir parce que je pense être guérie, je suis guérie. C'est vraiment parce que je peux pas être spectatrice. Après avoir vécu tout ce que j'ai vécu en sachant que ça se passe ailleurs, je ne peux pas rester spectatrice. C'est tout à ton honneur. C'est pas possible. Chère Lily, je crois qu'on va t'inviter une deuxième fois parce que l'histoire doit se terminer entre nous. C'est gentil, merci. Et je t'ai écrit quelque chose. Ah, merci, c'est gentil. Donc, ça t'est dédié, Lily. D'accord. Lily, de tes blessures est née une force qui protège. Et dans tes bras, le futur apprend enfin à respirer. Totalement. Je voudrais que tu regardes la caméra. Ça s'appelle la résilience. Oui. Je voudrais que tu regardes la caméra et que tu nous dises comment on peut te joindre pour aider l'association. Oui, alors aider, moi je demande que des dons du cœur en fait, je ne demande pas d'argent. Donc vous pouvez me trouver sur Instagram, Les Pupilles de Lily, et sur Facebook également. Et après, vous pouvez me joindre par message via ces réseaux sociaux. Voilà. Là, cette histoire est très intéressante et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Elle ne peut pas se finir ainsi. Ah non. Donc Lily, on la réinvite la prochaine fois pour finir cette histoire parce que j'y tiens beaucoup. Et je pense qu'on y tient tous. Ouais. En effet, il y a énormément de choses à raconter. Je peux dire un mot ? Oui. J'ai été famille d'accueil avec mon épouse. Nous avons reçu 70 enfants dans notre maison. Nous en avons qui nous écrivent encore. Ils sont parents maintenant. Et franchement, je vous admire parce que c'est vrai que l'administration, des fois, aussi fait des grosses erreurs et il n'y a pas un suivi performant. Lily est très intéressante. Mais il y a aussi, du coup, c'est bien que vous le dites, il y a aussi, bien sûr, de bonnes familles d'accueil. Voilà. On vous remercie beaucoup. Merci, Lily. Merci à vous, c'est gentil. Alors, je reviendrai avec plaisir pour en parler. Vraiment très rapidement. Plus amplement. Et je t'invite très rapidement. Merci. Et on vous dit toutes et tous, bye bye. Bye bye. Au revoir. Bye.